Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. La voix du gouffre. Je m'appelle Marc, j'ai 27 ans et je vis à Aix-en-Provence. Cette histoire continue de hanter mes nuits. Je viens de m'installer dans une vieille maison héritée de ma grand-mère, nichée au cœur des montagnes provençales. Ma femme, Claire, et moi sommes excités par ce nouveau chapitre de notre vie. La maison, bien que charmante, a toujours eu une réputation étrange dans le village. On raconte qu'elle est construite sur un ancien cimetière médiéval. Le premier mois se passe sans incident. Nous commençons à restaurer certaines parties de la maison, redonnant vie à son charme ancien. Mais peu à peu, des choses bizarres commencent à se produire. La nuit, nous entendons des bruits de pas au grenier, alors que nous sommes seuls dans la maison. Claire pense que ce sont des animaux, mais quelque chose me met mal à l'aise. Une nuit, alors que nous dormons, je me réveille en sursaut, sentant une présence dans la chambre. Je vois une silhouette sombre dans le coin de la pièce. Mon cœur s'emballe, mais lorsque je cligne des yeux, la silhouette disparaît. Claire se réveille à son tour, perturbée par mon agitation. Elle ne voit rien, mais elle commence à ressentir une lourdeur étrange dans la maison. Nous décidons de chercher des informations sur l'histoire de la maison. En fouillant dans les archives du village, nous découvrons qu'un prêtre y a perdu la vie au XVIIe siècle. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les villageois croyaient qu'il avait été enterré quelque part sous la maison. Un soir, alors que je travaille dans le sous-sol, je découvre une trappe cachée sous une vieille armoire. Curieux, je l'ouvre et trouve un escalier menant à une cave encore plus profonde. Une odeur nauséabonde monte du fond. Armé d'une lampe torche, je descends, le cœur battant. Au bas des escaliers, je trouve une pièce humide et sombre, avec des symboles étranges gravés sur les murs. C'est là que je le vois. Un vieux cercueil en bois, à moitié enterré dans la terre. En l'ouvrant, je découvre des ossements humains et un vieux crucifix en argent. Je prends le crucifix, pensant qu'il pourrait être utile. Mais dès que je le touche, une sensation glaciale traverse mon corps. Des voix chuchotent autour de moi, inaudibles, mais terrifiantes. En remontant à la surface, les phénomènes paranormaux s'intensifient. Des objets se déplacent seuls, des murmures résonnent dans la nuit, et nous voyons des ombres se mouvoir dans la maison. Claire et moi sommes à bout. Nous décidons de faire appel à un prêtre pour bénir la maison. Il accepte, mais avertit que les forces en présence sont anciennes et puissantes. Le jour de la bénédiction, il y a une tension palpable dans la maison. Le prêtre commence ses prières, aspergeant chaque pièce d'eau bénite. Mais à mesure qu'il progresse, la température chute brutalement, et une force invisible semble nous oppresser. Soudain, le crucifix que j'avais trouvé se met à trembler violemment dans mes mains, avant de se briser en deux. Un cri déchirant retentit, comme si la maison elle-même souffrait. Le prêtre continue de prier avec plus de ferveur. Finalement, après ce qui semble être une éternité, le calme revient. Mais quelque chose a changé. La maison semble plus sombre, plus froide. Nous savons que nous ne pouvons plus rester. Nous quittons la maison dès le lendemain, la laissant derrière nous avec ses secrets et ses horreurs. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant cette maison, une sensation de terreur me serre le cœur. Elle est toujours là, abandonnée. Mais je sais que quelque chose d'autre y demeure, attendant, guettant. Le chant des ombres. Je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans et je vis à Freiburg en Allemagne. Avec mes amis, nous étions autour d'une table dans un café. Et l'un d'entre nous a proposé de tester notre courage, en passant une nuit dans l'une des forêts les plus légendaires d'Europe, la forêt noire. Les histoires sur cette forêt abondent,
Des récits de sorcières, de fantômes et de créatures mystérieuses qui rôdent entre les arbres centenaires. Nous sommes 4. Sophia, Marc, Anna et moi. Sophia et moi sortons ensemble depuis quelques mois. Marc est mon meilleur ami depuis l'enfance et Anna est la cousine de Sophia, toujours partante pour une aventure. On prépare nos sacs de couchage avec nos tentes et de la nourriture, ainsi que nos lampes torches. On quitte la ville en fin d'après-midi, impatient et un peu nerveux. La route qui mène à notre point de départ est sinueuse, bordée d'arbres imposants dont les branches semblent se tordre dans des formes inquiétantes. Le soleil décline, laissant place à une lumière dorée qui s'infiltre à travers le feuillage dense. Arrivé à notre point de départ, on s'enfonce dans la forêt, suivant un sentier à peine visible. La nuit tombe rapidement, et l'obscurité enveloppe tout autour de nous. Les bruits de la forêt se font de plus en plus présents. Le craquement des branches sous nos pas, le ululement des chouettes, et des bruits étranges dans les forêts. On installe notre campement dans une petite clairière. L'endroit est paisible, mais une tension palpable flotte dans l'air. Après avoir monté nos tentes, on allume un feu et on s'assoit autour, racontant des histoires pour se rassurer. Mais plus la nuit avance, plus l'atmosphère devient oppressante. Vers minuit, alors que le feu faiblit, on entend des bruits étranges au loin, des chants indistincts, presque hypnotiques. Anna se lève, visiblement mal à l'aise. Vous avez entendu ça? On écoute tous, tendus, mais les chants cessent soudainement. On essaie de se convaincre que ce n'était rien. Mais quelque chose cloche. La forêt semble vivante, comme si elle nous observait. On décide de rester éveillé, chacun prenant un tour de garde. Marc prend le premier tour, assis auprès du feu, une lampe torche à la main. La nuit est interminable. À chaque bruit, mon cœur s'emballe. Quand vient mon tour de garde, je me sens étrangement éveillé, comme si une force inconnue me tenait en alerte. Le silence est lourd, pesant, et les ombres dansent autour de moi, créant des formes inquiétantes. Soudain, un cri déchirant brise la quiétude de la nuit. C'est Sophia. Je me précipite vers sa tente, suivi par Marc et Anna. Elle est assise, tremblante, les yeux écarquillés de terreur. J'ai vu quelque chose. Une silhouette juste là, à l'entrée de la tente. On sort tous, scrutant la forêt avec nos lampes torches. Mais il n'y a rien, juste le silence oppressant de la nuit. On décide de ne pas rester plus longtemps. On rassemble rapidement nos affaires et on prend le chemin du retour, nos lampes torches éclairant à peine le sentier. Mais la forêt semble changer. Les arbres se resserrent. Le sentier se fait de plus en plus étroit, presque étouffant. Les chants reprennent, plus proches cette fois, et une silhouette sombre semble nous suivre, se faufilant entre les troncs. La panique nous gagne, et on se met à courir, trébuchant sur les racines et les pierres. Finalement, on atteint la lisière de la forêt, haletant, le cœur battant. Les chants cessent instantanément. Derrière nous, la forêt est silencieuse, immobile. On monte dans la voiture et on s'éloigne rapidement sans un regard en arrière. Depuis cette nuit, aucun de nous n'a jamais remis les pieds dans la forêt noire. Les chants et les silhouettes hantent encore nos rêves. Une présence invisible qui semble nous appeler, nous attirer de nouveau vers cette forêt maudite. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Mauvaise enchère. Je m'appelle Devon. J'ai 28 ans et je vis à Seattle, dans l'État de Washington. J'étais en train de naviguer sur eBay, à la recherche de vieux vinyles, quand je suis tombé sur quelque chose d'inhabituel. Une boîte ancienne en bois, ornée d'un genre de hiéroglyphes. La description était vague, mais parlait d'un objet paranormal. Le vendeur, sous le pseudo Antiquité de l'Ouest, affirmait que l'objet avait des pouvoirs mystérieux et mettait en garde contre des phénomènes étranges. Sceptique mais très curieux en ce qui concerne le paranormal, j'ai enchéri et gagné l'enchère. Quelques jours plus tard, la boîte est arrivée. Elle était plus lourde que je l'avais imaginé et semblait dégager une étrange énergie.
Je l'ai ouverte, trouvant à l'intérieur un vieux miroir, au cadre orné de motifs ésotériques. C'était fascinant et légèrement inquiétant, mais je ne croyais pas vraiment aux histoires de fantômes ou de malédictions. Alors j'ai décidé de le garder. Je l'ai placé sur mon bureau, juste en face de la porte. Dès le premier soir, des choses bizarres ont commencé à se produire. Ça a commencé par des petits bruits, des grincements et des coups, comme si quelqu'un se déplaçait dans la maison. J'ai mis ça sur le compte du bois qui travaille ou de la vieille plomberie. Mais plus les jours passaient, plus les événements devenaient troublants. Des objets changeaient de place, des ombres se mouvaient dans ma vision périphérique, et la température de la pièce où était le miroir semblait chuter inexplicablement. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, la sueur coulant sur mon front. J'avais fait un cauchemar terrifiant, où je me voyais piégé dans le miroir, incapable d'en sortir. En me levant, j'ai ressenti une présence oppressante autour de moi. J'ai vérifié un peu partout, pour me rassurer. Et en retournant dans ma chambre, je suis passé devant mon bureau, et c'est là que je l'ai vu, une silhouette floue dans le miroir. Mon cœur pulsait à fond dans ma poitrine. J'ai reculé, trébuchant presque, et la silhouette a disparu. Je me suis dit que je devais être encore à moitié endormi, mais une partie de moi savait que quelque chose de maléfique était attaché à ce miroir. Les nuits suivantes ont été encore plus terrifiantes. Des murmures résonnaient dans la maison. Parfois, j'avais l'impression que le miroir s'illuminait d'une lueur malsaine. Mon sommeil était tenté par des visions de visages déformés par la douleur et la terreur, semblant crier pour être libérés. J'ai commencé à perdre la notion du temps et de la réalité, incapable de distinguer les cauchemars de la réalité. Une nuit, alors que je me décidais enfin à débarrasser du miroir, il est devenu clair que je ne pouvais pas simplement le jeter. J'ai essayé de le sortir de la maison, mais il devenait de plus en plus lourd, presque comme s'il résistait. J'ai fait des recherches en ligne, cherchant désespérément une solution. J'ai trouvé des forums de personnes ayant vécu des expériences similaires avec des objets dits maudits. Un utilisateur m'a conseillé de trouver l'origine du miroir et de tenter un rituel de purification. Avec peu d'options restantes, j'ai suivi ses conseils. J'ai tracé un cercle de sel autour du miroir et allumé des bougies. En récitant une incantation trouvée en ligne, l'air autour de moi est devenu glacial. Les bougies se sont éteintes et la pièce a plongé dans l'obscurité totale. Soudain, le miroir a explosé en 1000 morceaux, libérant une onde de choc qui m'a projeté en arrière. Quand j'ai repris mes esprits, il ne restait plus que les morceaux de verre éparpillés sur le sol. Depuis cette nuit, les phénomènes étranges ont cessé, mais une part de moi reste hantée par l'expérience. J'ai appris à mes dépens que certaines choses ne devraient jamais être achetées, peu importe leur valeur ou leur mystère. Je garde toujours une trace de sel et une bougie allumée près de mon lit, juste au cas où. Car une fois qu'on a ouvert la porte à l'inconnu, on ne peut jamais vraiment la refermer. Rendez-vous chaotique. Je m'appelle Carlos, j'ai 27 ans et je vis à Madrid, en Espagne. Ce soir-là, j'avais prévu un rendez-vous galant avec une fille rencontrée sur une application de rencontre. J'avais déjà eu quelques échanges agréables avec elle, et nous avions décidé de nous rencontrer dans un petit bar cosy du centre-ville. Quand j'arrive au bar, je la vois tout de suite. Elle s'appelle Lucia, et elle est encore plus belle en personne. On s'installe à une table au fond, loin du bruit et des regards. La conversation est fluide, et je me sens à l'aise. Au bout d'une heure, elle me propose de continuer la soirée chez elle. Je suis un peu surpris, mais flatté. Alors j'accepte. On prend un taxi pour aller chez elle, dans un quartier que je ne connais pas bien. La route est sombre et sinueuse, et je commence à ressentir une légère inquiétude. On arrive devant une grande maison ancienne, un peu isolée. Lucia m'invite à entrer, et je la suis, bien que l'endroit me donne une sensation étrange. L'intérieur de la maison est décoré avec goût, mais il y a quelque chose de froid et d'inquiétant dans l'air. Elle me propose un verre, et je m'installe dans le salon, observant les tableaux anciens et les meubles d'époque. Elle revient avec 2 verres de vin, et on continue à discuter. Mais petit à petit, je commence à me sentir bizarre.
Ma vision devient floue et je me sens incroyablement fatigué. Puis, c'est le trou noir. Je me réveille dans une pièce sombre, attaché à une chaise. Mon cœur bat la chamade. J'entends des bruits de pas autour de moi, mais je ne vois rien. Lucia apparaît finalement, mais elle n'a plus rien de la fille charmante que j'ai rencontrée. Son visage est froid, presque inhumain. Elle murmure des choses incompréhensibles et commence à poser des questions étranges sur ma vie, mes peurs, mes secrets. Les heures passent, peut-être des minutes, je n'en sais rien. La terreur s'empare de moi alors qu'elle joue avec des objets tranchants, laissant des marques sur ma peau. La douleur est insoutenable, insupportable. Mais ce qui est pire, c'est l'incertitude et la peur de ce qui va suivre. À un moment donné, elle disparaît, me laissant seul dans l'obscurité. J'entends des bruits de pas lourds approcher. Quelqu'un ou quelque chose entre dans la pièce. Je ferme les yeux, espérant que tout cela n'est qu'un cauchemar. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne sais pas combien de temps s'écoule avant de me réveiller à nouveau. Cette fois, je suis sur le sol froid de ce qui semble être un sous-sol. Mes liens ont disparu et mon corps est trop faible pour bouger. Je rampe lentement vers la lumière, chaque mouvement me causant une douleur indescriptible. J'atteins enfin une porte et la pousse. La lumière m'aveugle et je me retrouve dehors dans le jardin de la maison. Je me lève péniblement et commence à marcher, puis à courir, sans jamais me retourner. Je trouve de l'aide chez un des voisins et la police est appelée. La maison de Lucia est vide quand ils arrivent. Il ne reste aucune trace d'elle, ni de ce qui s'est passé. Mes nuits sont encore hantées par les souvenirs de cette nuit. Je partage mon histoire pour rappeler à tous de rester prudent et de toujours informer quelqu'un de confiance de vos rendez-vous. Le monde est plein de mystères, et certains peuvent être plus terrifiants que tout ce que vous pouvez imaginer. La nuit où tout a basculé. Je m'appelle Bellet, j'ai 27 ans et je vis à Montréal, au Canada. Ce jour-là, je suis assise dans ma chambre, seule, le cœur palpitant plus que jamais auparavant. Chaque tic-tac de l'horloge résonne dans ma tête, comme un marteau. Je suis terrifié. Je sais qu'il va rentrer bientôt, et avec lui, son lot de violence. Mais ce soir-là, c'est différent. J'ai décidé de m'échapper. Tout a débuté il y a 3 ans. J'avais rencontré Adam, à une soirée entre amis. Il semblait charmant, attentionné, un vrai prince charmant. Rapidement, il a commencé à montrer un côté possessif, puis violent. Les premières gifles sont arrivées comme des éclairs dans une nuit d'été, inattendues et dévastatrices. Puis, les coups sont devenus plus fréquents, plus brutaux. Je suis resté par peur, par honte, parce que je pensais qu'il changerait. Mais il ne changeait pas. Au contraire, c'était de pire en pire. Mes amis et ma famille commençaient à se douter de quelque chose. Et je leur disais toujours que tout allait bien. Ce soir, je suis rentré plus tôt du travail. J'ai préparé le dîner comme d'habitude, en essayant de ne pas penser à la suite. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose allait mal tourner. Il est rentré, ivre, plus agressif que jamais. Ses yeux étaient injectés de sang, et je pouvais sentir la rage émaner de lui. Qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui, hein? A-t-il hurlé en renversant la table. Mon cœur s'est arrêté. J'ai essayé de lui expliquer que j'avais travaillé plus tôt, que j'avais eu une journée difficile. Mais il n'écoute pas. Il ne m'écoutait jamais. Il m'a frappé, encore et encore. Je me suis effondré au sol, essayant de protéger mon visage. Chaque coup était plus douloureux que le précédent, chaque insulte plus humiliante. J'avais l'impression que ça ne finirait jamais. Mais ce soir, je n'allais pas me laisser faire. Quand il s'est éloigné, titubant vers la cuisine pour se servir un autre verre, j'ai ramassé mon téléphone, caché sous le canapé. J'ai appelé les urgences, en chuchotant, priant pour qu'ils ne m'entendent pas. J'ai besoin d'aide. Mon mari, il me frappe. Venez vite.
Je n'ai pas eu le temps d'en dire plus. Adam était de retour, plus furieux que jamais. Il a arraché le téléphone de ma main et l'a jeté contre le mur. Je savais que j'avais peu de temps avant qu'il ne revienne sur moi. Je me suis précipité vers la porte, mais il m'a attrapé par les cheveux, me tira en arrière avec une force inimaginable. Il m'a traîné jusqu'à la salle de bain et m'a enfermé à l'intérieur. Les larmes coulaient sur mon visage. Je pouvais à peine respirer. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et des voix s'élever. La police est arrivée. Madame, vous êtes en sécurité maintenant. J'ai ouvert, tremblante, et je me suis effondré dans les bras du policier. Ils ont emmené Adam, qui se débattait et hurlait. Mais c'était fini. Enfin fini. Cette nuit-là, j'ai pris la décision de ne plus jamais revenir en arrière. Avec l'aide d'organisations locales et de ma famille, j'ai commencé à reconstruire ma vie, loin de la terreur et de la violence. C'était un chemin difficile, rempli de peur et de doutes, mais j'étais déterminé à reprendre le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, je partage mon histoire pour dire à toutes les femmes qui vivent l'enfer des violences domestiques, vous n'êtes pas seules. Il y a toujours une issue, même si elle semble lointaine et inaccessible. La peur ne doit jamais vous empêcher de chercher à l'aide. Vous méritez mieux. Vous méritez de vivre sans peur. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violences domestiques, n'hésitez pas à contacter les autorités ou des organisations d'aide. Ne restez pas silencieuse et silencieux. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.